Bonjour à tous et bienvenue dans BFM Politique. Bruno Le Maire est notre invité aujourd'hui en direct et jusqu'à 13h sur BFM TV. Le ministre de l'économie et des finances qui vient de dévoiler un projet ambitieux pour soutenir les entreprises et réorienter l'épargne des Français. C'est la loi Pacte. On reviendra bien sûr avec lui sur les dispositions essentielles de ce texte, mais on a beaucoup de questions à lui poser également sur la contestation sociale, sur ce premier anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. À mes côtés pour l'interroger, Myriam Ankawa du Parisien, Edwige Chevrillon de BFM Business. Bruno Le Maire est l'invité de BFM Politique en direct et jusqu'à 13h. On le retrouve dans un instant, tout de suite après ce point complet de l'actualité avec Florence Duprat. Bonjour Florence. Bonjour Thierry, et vous l'avez remarqué, c'est le week-end, on est au mois de mai, il fait beau partout en France ce dimanche matin. On va prendre un bon bol d'air avec Anaïs Krootz. Anaïs, vous êtes sur la plage de Deauville où on profite à fond du soleil. Oui, tout à fait, un grand soleil ici et on profite vraiment des températures estivales. Et comme Jean-Philippe aussi qui est arrivé hier et qui a décidé, lui, de se mettre sous ses parasols typiques de Deauville. Jean-Philippe, vous êtes arrivé hier du coup. Qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end ? Oui, bonjour, on est arrivé hier, on a un week-end de repos. En fait, on était à Paris avec ma femme pour une semaine en vacances et quand on a vu la météo, on a décidé de venir ici. C'est vraiment très agréable, donc on a été faire du poney avec la petite ce matin et puis peut-être cet après-midi du mini-golf. Enfin, un programme familial, tranquille. Vous n'avez pas encore tombé la chemise malgré la chaleur ? Non, pas encore. En fait, j'ai pas prévu le bon dress code encore pour venir ici, voilà. Merci Jean-Philippe. Sur ces 300 parasols que compte le restaurant, tous ont été réservés pour la journée. Des réservations qui devraient se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine puisqu'on attend jusqu'à 27 degrés. Merci beaucoup Anaïs avec Sonia Reynaud. Et que faire par ce beau temps quand on reste à Paris ? Eh bien les familles se pressent au bois de Boulogne. Le temps est idéal pour pique-niquer sur l'herbe, faire du vélo et pourquoi pas une petite balade en barque. Les Parisiens en tout cas ne manquent pas d'idées pour profiter du soleil. Pas question de laisser passer de tels propos. La France demande le respect de la mémoire des victimes du Bataclan. Les familles font part de leur indignation. Vendredi soir, dans une énième provocation, Donald Trump a mimé l'attaque de la salle de concert pour défendre sa politique sur les armes à feu. Le président américain s'exprimait lors de la convention de la NRA, le lobby des armes qui avait financé sa campagne. Il a la manie. La polémique sur les propos de Donald Trump concernant les attentats du Bataclan continue de susciter la colère, notamment au sein de la classe politique française. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur en fonction au moment des attaques, dénonce les propos irrespectueux du président américain. Je ne peux qu'être indigné de la grossièreté des propos qui ont été tenus hier soir et qui sont comme une manière d'insulte à l'égard de la souffrance des victimes. Du côté des familles de victimes, c'est l'indignation qui domine. Et nous n'avons pas de leçons à recevoir de la part de M. Donald Trump. Il n'est pas le président de la France. Et j'ajouterais que heureusement que les armes ne sont pas en vente libre. La France n'est pas un champ de tir. Le locataire de la Maison-Blanche, qui doit séduire son électorat, a fait de la surenchère en mimant les exécutions du Bataclan face à la NRA, le puissant lobby des armes américains. They took their time and gunned them down one by one. Boom, come over here. Boom, come over here. Boom. La NRA, un allié de poids pour les élections de mi-mandat en novembre prochain. Un scrutin décisif pour Donald Trump qui pourrait lui faire perdre la majorité au Parlement. Emmanuel Macron, toujours malmené dans les sondages. Un an après son élection, son bilan est jugé négatif par une majorité de Français. En tout cas, 55% des personnes interrogées par Ipsos Sopra Steria pour le Cevipof. 70% pensent même que le président va dans le mauvais sens sur le pouvoir d'achat et la réduction des inégalités sociales. Plus de la moitié des sondés estiment qu'il ne comprend pas bien les problèmes des Français. Allez, du foot et la communication du PSG qui bat son plein pour le retour de Neymar. Retour à l'entraînement simplement plus de 2 mois après sa blessure au pied. On devrait apercevoir le Brésilien au bord de la pelouse du Stade de France mercredi en finale de la Coupe de France. Mais son objectif, évidemment, c'est d'être prêt pour la Coupe du Monde. En attendant, on joue aujourd'hui la 36e journée de Ligue 1. Hier, il n'y a pas eu de match en souvenir des 19 morts de la catastrophe de Furiani le 5 mai 1992. Ce dimanche, on suivra notamment la course à la Ligue des Champions avec Lyon 3, Caen, Monaco et Marseille, Nice.
À 3 jours de l'ouverture du Festival de Cannes, le Palais attend encore son tapis rouge. Il a déjà son affiche. L'immense bâche qui surmonte les fameux escaliers a été dévoilée ce matin. Jusqu'au 19 mai, les festivaliers passeront sous le baiser de Jean-Paul Belmondo et d'Anna Karina, immortalisée par le photographe Georges Pierre sur le tournage de Pierrot le Fou, Jean-Luc Godard. C'est une jeune graphiste de 27 ans seulement, Flore Maquin, qui a conçu l'affiche de ce 71e festival dont le jury sera présidé par Kate Blanchette. Et puis la météo de cet après-midi, toujours plus belle, toujours plus chaude. Il y aura bien quelques risques d'orage autour du Massif central, mais c'est le grand bleu au nord de la Loire. Les températures font plaisir, 23 à Brest, 27 à Lyon et Grenoble. Et le maximum pour Paris avec 28 degrés. Voilà, on retrouve Thierry Arnaud pour BFM Politique. Merci Florence. Bruno Le Maire est l'invité de BFM Politique en direct et jusqu'à 13h sur BFM TV pour interroger le ministre de l'Économie et des Finances à mes côtés, Myriam Ankawa du Parisien, bonjour. Edwige Chevrillon de BFM Business. Bonjour à toutes les deux. On se retrouve dans quelques instants pour BFM Politique avec Bruno Le Maire. À tout de suite. BFM TV, première sur l'info. Retrouvez votre programme avec aramisauto.com, vente de voitures d'occasion reconditionnées. Plus claire, plus performante. Téléchargez The Bet, la nouvelle application au top des paris sportifs. TheBet.fr, ZEBET.fr. Vos paris ont la cote. Avec Zoé, roulez en liberté. Libre de vivre les sensations de la conduite électrique, de goûter à des expériences inédites. Libre de pouvoir recharger simplement, chez vous ou ailleurs. Libre d'écouter la mer, la route ou juste le silence. Renault Zoé, la meilleure autonomie de sa catégorie. Renault Zoé, à partir de 129 € par mois, prix et son installation incluse. Parce que la vie c'est du sport, faites équipe avec Flector. Facile à appliquer, Flector Tissu Gel EP contient un anti-inflammatoire qui agit directement sur la zone douloureuse. Flector Tissu Gel EP est un médicament contenant du diclofénac pour traiter les poussées douloureuses de l'arthrose du genou après un premier avis médical, les entorses bénignes et les contusions. Ne pas utiliser avant 15 ans ni chez la femme enceinte. Flector, la douleur est là, flectorisez-la. Bonjour, recevez les interviews. Excellence, l'exaltation des sens, si fin, si intense, excellence. Savourez l'inattendu avec excellence à la pointe de fleur de sel. Lindt, maître chocolatier suisse. Ce que vous êtes en train de voir, c'est la Citroën C3 de Martin. Elle aurait pu être aussi comme ça, ou bien comme ça. Et là, c'est Martin. Il aurait pu être comme ça, ou bien comme ça. Mais en fait, Martin, lui, il est plutôt comme ça. Citroën C3, avec 36 combinaisons de personnalisation et 11 technologies d'aide à la conduite. On aurait pu faire une voiture, mais on a fait une voiture pour vous. Citroën. Et elle, c'est Agathe. Elle a du style. Tout comme sa Citroën C3, série spéciale L. Ça y est, vous êtes tous en mode café? On peut y aller? Le café San Marco est un arabica aux arômes si exceptionnels que l'on a envie de tout couper pour pleinement l'apprécier. T'exagères, toi. San Marco, per amore del caffè.
Toi aussi, tu as trop de vêtements dans tes placards? Vends-les sur Vinted. Télécharge l'application, prends une photo de ton article, vends-le et gagne de l'argent. Le meilleur dans tout ça, tu vends sans frais sur Vinted. Télécharge gratuitement l'application Vinted dès maintenant. Tu ne le portes pas? Vends-le. Ça, c'est la nouvelle classe A. Comme toutes les voitures, elle a un tableau de bord. Et vous pouvez le faire ressembler à ça. À ça. Ah ouais, pas mal celui-là. Le contrôle vocal est dingue. Hé Mercedes, mets-moi du hip-hop. Et avec la technologie Car2X, facile d'éviter les bouchons. Et maintenant, qui a l'air super cool devant Niki? Yikes, you did that. Alors oui, c'est une voiture, mais qui est un peu plus, comme vous. Nouvelle classe A à partir de 349 € par mois. BFM Politique, c'est parti. Bienvenue à tous. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Thierry Arnaud. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors on va évidemment consacrer l'essentiel de cette émission aux questions économiques et sociales. Mais avant cela, c'est au ministre du gouvernement français que je m'adresse. Vendredi, Donald Trump, le président des États-Unis, était l'invité de la NRA, le lobby qui défend le port d'armes aux États-Unis. Et il a décrit de cette manière les attentats de novembre 2015 au Bataclan. On l'écoute. They were brutally killed by a small group of terrorists that had guns. They took their time and gunned them down one by one. Boom, come over here. Boom, come over here. Boom. But if one employee or just one patron had a gun, the terrorists would have fled or been shot. And it would have been a whole different story. Quelle réaction vous inspirent ces propos, Bruno Le Maire? Et est-ce que la France doit demander au président des États-Unis des excuses, comme vient de le suggérer l'ancien Premier ministre Manuel Valls sur BFM TV? Je trouve que ces propos sont choquants et qui ne sont pas dignes. Ils ne sont pas dignes du président de la première puissance du monde et ils ne sont pas dignes du président d'un État qui est allié et ami de la France. Est-ce que nous allons faire des commentaires sur les massacres qui ont lieu régulièrement aux États-Unis parce qu'il y a la libre circulation des armes? Non, nous ne faisons pas de commentaires. Je pense que Donald Trump aurait pu s'abstenir de ces commentaires sur des événements qui, je le rappelle, ont bouleversé tous les Français et continuent à les bouleverser. Lisez, si vous n'avez pas encore fait, le livre extraordinaire de Philippe Lançon. Rescapé de l'attentat qui avait touché Charlie Hebdo, le Lambeau. Je pense qu'il suffit de lire quelques pages pour comprendre à quel point il y a encore des hommes, des femmes qui souffrent des conséquences des attentats en France. Donc je souhaite que le président des États-Unis revienne sur ses propos et exprime des regrets. Est-ce que le président Macron a bien fait de se livrer à autant de gestes d'amitié, à des embrassades avec un président américain qui tient des propos pareils? Oui. Oui, parce que je pense que nous avons besoin de travailler étroitement avec les États-Unis sur un certain nombre de sujets qui sont majeurs. La question iranienne, la question du commerce, avec la possibilité d'augmentation des tarifs qui pourrait mener à une guerre commerciale et qui pourrait toucher notre croissance et nos emplois. Donc oui, il faut travailler avec Donald Trump, il faut travailler avec le président des États-Unis. Mais ces images d'affection personnelle, elles n'ont rien d'embarrassant à la lumière de ce qu'on vient d'entendre? Travailler, ça veut dire être capable aussi de dire avec beaucoup de franchise au président des États-Unis ce que nous pensons. Et je le dis avec beaucoup de franchise, je participais à ce voyage d'État avec le président de la République. Je ne trouve pas ces propos dignes du président des États-Unis et je souhaite qu'il revienne dessus. Alors demain marquera le premier anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Certains ont choisi de l'anticiper en allant dans la rue hier pour faire la fête à Macron. 40 000 selon une estimation indépendante pour BFM TV et d'autres médias, jusqu'à 160 000 selon les organisateurs. Il y a eu des manifestations aussi dans d'autres villes de France. Évidemment, nos reporters sont allés à la rencontre de ceux qui étaient dans la rue pour leur demander pourquoi ils étaient là. Et voilà quelques-unes des réponses qu'on a obtenues. Écoutez. Il prend la CSG aux retraités pour donner aux salariés. Aux salariés, il veut leur prendre un jour de carence. Donc c'est quand même c'est bizarre, quoi. Quand je vois ce qui se passe au niveau du service public, la mort du service public, au niveau de l'éducation, au niveau des hôpitaux, au niveau de la santé,
Au niveau des transports, je dirais que c'est impensable. Un truc. Aujourd'hui, les secteurs de la santé sont malmenés et les soignants ne peuvent plus accepter que l'État ne veuille pas mettre les moyens pour que nos malades et nos personnes âgées et nos personnes en situation de handicap soient si maltraitées par manque de personnel. Vous les entendez, ces colères, Bruno Le Maire? Vous les comprenez? Elles sont diverses, elles sont très concrètes. Et qu'est-ce que vous leur répondez? Bien sûr qu'on entend les colères. Après, il ne faut pas non plus surestimer la mobilisation qui a eu lieu hier. 40 000 personnes, en gros, ce sont les militants et les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon. On nous dit démonstration de force. Mais démonstration de quoi et force de quoi? La vraie force, c'est celle de tous ces Français qui aujourd'hui soutiennent la transformation économique du pays. Tous ces Français qui travaillent, qui veulent que les choses changent, qui veulent que le travail paye, qui veulent qu'on réduise la dépense publique et qu'on réduise la dette publique qui pèse comme un boulet sur l'économie française. N'oublions pas la force de ces Français qui ne défilent pas, qui ne s'expriment pas, mais qui nous soutiennent. Ensuite, il y a des colères, il y a des inquiétudes, mais si on les prend une à une, les propos qui ont été dits tout à l'heure sur votre reportage, la mort des services publics. Mais ce qui conduit à la mort des services publics, c'est quand on ne les transforme pas. Ce qui pourrait affaiblir la SNCF, c'est de ne pas aller au bout de la transformation de la SNCF et d'avoir ce grand service public ferroviaire dont nous sommes tous très fiers, qui continue à perdre 3 milliards d'euros par an. Ça, c'est la mort des services publics. Alors que transformer la SNCF, comme nous le faisons, la faire rentrer dans la concurrence, lui permettre d'être plus compétitive, ça, c'est sauver la SNCF et lui permettre d'être un des grands acteurs du rail mondiaux dans les années qui viennent. On nous dit des moyens pour la santé, mais nous avons parfaitement conscience que pour les personnes en situation de dépendance, pour les personnes qui souffrent d'Alzheimer, pour tous ceux qui sont en fin de vie, oui, il faut des moyens, mais vous ne les dégagerez. Mais vous ne les dégagerez que si vous arrivez à réduire la dépense publique ailleurs. Et on les dégagera quand, ces moyens, Bruno Le Maire? Du ciel. Mais il faut d'abord nous permettre d'aller au bout de cette transformation économique. Mais c'est quand alors? C'est quand? Mais c'est le processus que nous avons engagé, qui commence à donner des résultats, une croissance qui est là, des emplois qui sont plus nombreux, des créations d'emplois qui reviennent, y compris dans des secteurs où il n'y a pas de création d'emplois depuis 10 ans, je pense à l'industrie. Donc ce n'est pas le moment de relâcher nos efforts. C'est au contraire le moment de les accentuer, d'aller au bout de cette transformation. Et moi je dis à tous les Français qui nous écoutent, c'est ça qui vous permettra de sauver vos services publics. C'est ça qui vous permettra d'avoir un des systèmes de soins les plus généreux et les plus efficaces au monde. C'est ça qui vous permettra de trouver des emplois pour vous, pour vos enfants ou pour vos petits-enfants. Mais on n'a pas encore de date. Alors ils n'étaient peut-être pas tous dans la rue, les Français, mais ils sont quand même une majorité, 55% nous dit une enquête Ipsos Sopra Steria pour Le Monde, a jugé que le bilan de cette première année d'Emmanuel Macron est négatif. Et c'est sur les sujets dont vous portez la responsabilité, Bruno Le Maire, que le verdict est le plus sévère, puisque 78% des Français portent un jugement négatif sur votre action en faveur du pouvoir d'achat et pour réduire les inégalités sociales. Ces Français qui sont majoritairement déçus. Allez-y, mais Thierry Arnaud, mon action n'est pas... Est-ce que c'est pas la réalité? Est-ce que c'est pas objectivement la réalité qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, les mesures prises par le gouvernement favorisent les Français les plus aisés? Mon action, elle est là pour favoriser l'emploi. C'est tout. Je suis là pour faire en sorte que les Français aient un travail, qu'on rompe avec le chômage de masse et que le travail paye. Et les résultats commencent à venir. On met systématiquement sur la table la question du pouvoir d'achat. Mais je n'ai pas de baguette magique pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. En revanche, j'ai une détermination totale de faire pour créer des emplois pour tous les Français, pour qu'on sorte du chômage de masse et que pour tous ceux qui travaillent, les salariés, les employés, les ouvriers, puissent se dire qu'à la fin du mois, ils vivent mieux parce que leur travail paye davantage. 270 000 créations d'emplois l'année dernière. Nous sommes dans la bonne voie. Des créations d'emplois, je le redis, qui reviennent dans le secteur industriel, qui est un des fleurons de notre activité économique. C'est un très bon signal. Et de l'autre côté, pour que le travail paye, nous supprimons les cotisations sociales pour que chaque salarié voit à la fin du mois que son salaire net sur sa feuille de paye est plus élevé. Et nous avons annoncé avec le président de la République la suppression du forfait social pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés qui verseraient de l'intéressement. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous travaillez, votre entreprise se porte bien, elle fait des bénéfices. Eh bien, vous, salariés, vous allez enfin pouvoir toucher de l'intéressement, y compris si vous êtes dans une très petite entreprise. On va revenir, Bruno Le Maire, dans quelques instants, un peu plus dans le détail sur cette loi Pacte avec Edwige Chevrillon. Mais
Il n'y a pas de leçon à tirer pour vous de cette année écoulée et de leçon à tirer de cette déception d'une majorité de Français. Lorsque vous refaites, si j'ose dire, le film de cette année, vous vous dites il n'y a rien qu'on aurait pu faire différemment. La CSG tout de suite, la taxe d'habitation plus tard, la baisse des APL, la transformation de cet impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, dans la mise en œuvre, dans l'explication, dans le déploiement de cette politique économique sur la première année. Vous avez tout réussi, vous n'avez pas commis d'erreur ? Certainement pas, Thierry Arnaud, mais par caractère, par tempérament, je préfère toujours voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et le verre à moitié plein... S'il avait fallu faire différemment, changer, vous auriez fait quoi ? Le président de la République conserve un soutien très élevé dans la population française par rapport à ses deux prédécesseurs. Ça, c'est le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein, c'est que tous ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron et voté pour cette majorité qui est représentée derrière moi par des parlementaires se retrouvent et soutiennent massivement la politique de transformation qui est engagée. Donc moi, je préfère voir le verre à moitié plein, c'est celui de cette transformation économique en profondeur qui est engagée. Ensuite, est-ce qu'on peut faire mieux ? Oui. Est-ce qu'il faut se battre pour avoir encore davantage de résultats ? Certainement. Est-ce qu'il faut toujours plus écouter, être attentif, regarder ce qui se passe ici ou ce qui se passe là, écouter les critiques des uns et des autres ? Toujours. On gagne toujours à écouter les critiques des uns et des autres. On gagne toujours à écouter les inquiétudes de ceux qui disent nos services publics, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Nos territoires ruraux, qu'est-ce que vous allez faire pour eux ? Mais en revanche, et les choses doivent être, je crois, très claires pour tous les Français, la détermination du président de la République, du Premier ministre, de tout le gouvernement, de toute la majorité, à accomplir cette transformation de notre modèle économique et de notre modèle social, qui a tellement tardé depuis des décennies. Elle n'a pas varié d'un iota. Alors, vous dites modèle économique et modèle social, et justement, lorsqu'il a présenté ses vœux aux Français le 31 décembre, Emmanuel Macron leur a promis que cette année 2018, ce serait l'année du grand projet social. On écoute le président et ses vœux du 31 décembre. Nous avons en effet besoin de repenser un grand projet social pour notre pays. C'est celui-ci que je déploierai durant l'année qui s'ouvre. C'est celui qui doit inspirer notre politique de santé, notre politique en faveur de celles et ceux qui vivent en situation de handicap, notre politique d'hébergement pour les sans-abri, notre politique sociale aidant les plus démunis. Alors ça, c'était le 31 décembre, on est au début du mois de mai. Il est où le grand projet social, cette jambe sociale de la politique du gouvernement ? La jambe sociale, c'est l'augmentation de l'allocation adulte handicapé. La jambe sociale, c'est l'augmentation des minima sociaux. La jambe sociale, c'est tout ce qui est fait pour que ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi retrouvent un emploi. La jambe sociale, c'est tout ce qui est fait en matière de formation et de qualification, parce qu'on sait bien que le drame du chômage en France, c'est d'abord un système de formation et de qualification qui n'est pas adapté. Quand vous avez un secteur industriel qui commence à redémarrer et qui n'arrive pas à employer parce qu'il cherche désespérément des soudeurs, des chaudronniers, des techniciens de maintenance, des ingénieurs, et qu'ils ne les trouvent pas parce que notre système de formation et de qualification n'a pas été formé comme il fallait, c'est ça le vrai projet social. Et tout ça, ça suffit à faire le grand projet social dont parlait le président de la République. Un malentendu en France, c'est qu'on pense que projet social, c'est plus de dépenses publiques. On a déjà essayé, on a vu ce que ça donnait. Le grand projet social qui consiste à dépenser toujours plus d'argent public et de creuser la dette des Français, ça se solde au bout du compte par du chômage et des impôts. Eh bien nous voulons faire exactement l'inverse. Notre projet social, c'est la relance de l'activité en France. C'est une meilleure formation, c'est une meilleure qualification, y compris pour ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. C'est des entreprises qui se remettent à embaucher. C'est des PME, des TPE qui ne sont pas contraintes par des seuils sociaux, des seuils fiscaux qui les empêchent de grandir. Parce que dès que vous avez 49 salariés, même si vous avez une belle perspective d'embauche, vous n'embauchez pas parce que vous ne voulez surtout pas franchir le seuil de 50 salariés qui signifie une dégelée de nouvelles obligations sociales ou fiscales. C'est ça notre projet social. Moi, mon projet social comme ministre de l'économie, c'est le travail et l'emploi. Et c'est pour ça que je continuerai à me battre. Le dernier argument avancé par ceux qui dénoncent en Emmanuel Macron un président des riches, c'est l'annonce par le président de la République dans un magazine américain que dès l'an prochain, il allait supprimer l'exit tax, cet impôt sur les plus-values qui est imposé aux Français ou à ceux qui, aux résidents fiscaux qui s'en vont et puis qui vendent leurs avoirs. Pourquoi est-ce que c'était une bonne décision, sachant, et on vous l'a fait remarquer, qu'elle a été mise en place par Nicolas Sarkozy, dont vous étiez le ministre à l'époque, et on ne se souvient pas vous avoir entendu dénoncer cette mesure à ce moment-là? Parce qu'on n'avait pas vu qu'elle ne marchait pas. Et c'est une bonne décision,
Parce que c'est un mauvais impôt. C'est aussi simple que ça. Un impôt qui rapporte 15 millions d'euros par an, très franchement, et qui coûte cher à recouvrer, et qui envoie un signal très négatif aux investisseurs et aux entrepreneurs, c'est un mauvais impôt. C'est toujours une bonne décision de supprimer un mauvais impôt. Et je trouve un peu surprenant de voir d'ailleurs, y compris chez d'anciens collègues de la droite républicaine, qui n'arrêtent pas de dire qu'il faut baisser les impôts, qu'il faut en supprimer. Dès qu'on en supprime un, tout d'un coup, ils poussent de grands cris en disant c'est un scandale de supprimer ces impôts. Non, nous voulons être le pays le plus attractif pour les investisseurs et pour les entrepreneurs en France. Ça suppose de prendre des décisions. La suppression de l'exit tax va exactement dans ce sens. Vendredi, Jean-Marc Janaillac, le PDG d'Air France, a annoncé sa démission consécutive au rejet par une majorité des employés qui avaient voté ce jour-là de l'accord salarial qu'il leur avait proposé. Alors, avant de vous interroger spécifiquement sur Air France, une question sur la méthode. Est-ce que c'est une bonne idée qu'un patron mette son mandat en jeu sur un vote des salariés ? C'est pas la première fois que ça se produit, mais est-ce que c'est finalement une bonne méthode, une sorte de démocratie d'entreprise, ou est-ce que c'est une méthode assez dangereuse ? Il a pris ses responsabilités, il a pris son risque, comme on dit, et il a perdu. Il a bien fait. Et je trouve qu'il a la dignité de se retirer et de tirer les conséquences de ce référendum. Mais est-ce qu'il a bien fait ou pas ? Est-ce que c'est une bonne méthode ? Je pense que l'essentiel aujourd'hui chez Air France, c'est justement le rétablissement du dialogue social. Vous ne répondez pas à la question. J'y réponds en creux. Le dialogue social, ça demande du temps, ça demande de l'ouverture. Ça demande du dialogue de part et d'autre. Ça ne peut pas être que le président qui s'engage dans le dialogue social. Il faut que tous les salariés s'engagent aussi dans un dialogue social qui doit être honnête, de bonne foi, et qui tienne compte de la réalité de la situation économique de l'entreprise. La situation économique de l'entreprise, elle est mauvaise. Air France, qui est un fleuron national... Est-ce que Air France est en danger aujourd'hui ? Est-ce que la compagnie... rappelons au passage que l'État est le premier actionnaire, l'actionnaire de référence de cette compagnie. Est-ce que Air France risque de mourir ? Oui. D'accord. Oui. Si Air France ne fait pas les efforts de compétitivité nécessaires qui permettront à ce fleuron national d'être au même niveau que Lufthansa ou que d'autres grandes compagnies aériennes mondiales, Air France disparaîtra. Et moi, je ne veux pas la disparition d'Air France. Et j'en appelle au sens des responsabilités de chacun, des personnels navigants, des personnels au sol, des pilotes qui demandent aujourd'hui des augmentations de salaire qui sont injustifiées. Prenez vos responsabilités. La survie d'Air France ça veut dire qu'on peut arriver à un niveau de crise tel que l'État actionnaire dirait c'est plus possible. On ne peut plus soutenir cette entreprise et il faut accepter qu'elle meure. L'État a 14% Tout à fait, du capital. Nous sommes actionnaires minoritaires. Il y a d'autres actionnaires. Il y a China Eastern. Il y a une grande compagnie américaine, Delta Airlines. Nous ne décidons pas tout seuls. Et je voudrais aussi être très clair pour éviter toute ambiguïté. Je trouve que la clarté, c'est toujours ce qu'il y a de mieux en politique comme en économie. Ceux qui pensent que quoi qu'il arrive, l'État viendra à la rescousse d'Air France et épongera les pertes d'Air France se trompent. Le capital d'Air France, les 14% que l'État a dans le capital d'Air France, c'est l'argent des Français. Comme ministre de l'économie, je suis comptable du bon emploi de l'argent des Français. Je ne veux pas expliquer aux Français que nous allons augmenter notre participation dans Air France, éponger les pertes d'Air France, alors que Air France ne fait pas les efforts de compétitivité nécessaires pour être au même niveau que ses grands concurrents européens. Et je le regrette d'autant plus parce que je pense d'abord qu'Air France était dans la bonne direction, que depuis 2 ans, il y a des efforts qui ont été faits, que ça commençait à avancer dans la bonne direction. Donc je ne comprends pas ces revendications aujourd'hui qui pourraient menacer la survie d'Air France. Et je le regrette encore plus que je crois dans Air France. Je pense que c'est une entreprise qui a des qualités exceptionnelles, qui a un fleuron, qui a une marque, qui a un savoir-faire, qui a une histoire, qui est une belle histoire, qui a pris des options stratégiques qui sont les bonnes. Le low cost, le positionnement géographique, la montée en gamme sur le long courrier, tout ça, ce sont des bonnes options stratégiques. Ce sont les pilotes en particulier qui se sont montrés irresponsables ? Je considère que les demandes des pilotes ne sont pas justifiées. Je le dis là aussi avec beaucoup de simplicité. Quand on a le niveau de rémunération actuel des pilotes, que l'on sait que l'entreprise est en danger, on ne demande pas des revendications salariales aussi élevées que celles qui sont aujourd'hui sur la table. Et j'espère qu'au bout du compte, la raison reviendra, que chacun prendra conscience des enjeux. L'enjeu, c'est la survie d'Air France, le développement d'une compagnie à laquelle nous sommes tous attachés, qui est un fleuron national. L'État n'est pas là pour éponger les dettes, venir à la rescousse d'une entreprise qui ne ferait pas les efforts nécessaires de compétitivité. Je souhaite qu'on rétablisse le dialogue social, que la raison reprenne ses droits,
et que Air France puisse repartir du bon pied. Et on poursuit la conversation avec les questions d'économie d'Edwige Chevrillon. Bonjour Thierry. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Edwige Chevrillon. Juste pour poursuivre la question de Thierry à l'instant, ça veut dire que vous excluez toute recapitalisation d'Air France? Oui. Mais comment la recapitalisation, c'est un mot qui est très technique. Je le redis, je suis comptable de l'argent des Français, de chaque euro des Français. Recapitaliser, ça veut dire prendre de l'argent qui appartient aux Français, qui est l'argent de l'État, et le mettre dans une entreprise qui aujourd'hui n'est pas compétitive. C'est-à-dire qu'elle n'est pas au même niveau que ses grands concurrents européens ou mondiaux. Elle est dans la bonne direction. Et c'est là que je suis vraiment un peu désolé par ce qui se passe. C'est que Air France était dans la bonne direction. Elle commençait à retrouver plus de compétitivité. Et puis là, patatras, on a ce conflit social, ce référendum. Bien, repartons du bon pied, reconstruisons le dialogue social. Parce que là, vous avez porté les attaques assez fortes contre le SNPL et son président, Philippe Evin, le syndicat des pilotes. Est-ce que c'est peut-être Jean-Marc Janaya qui a mis, qui fait que aujourd'hui Air France est décapité à la tête, du moins, parce qu'il n'y a plus de patron. Il fait plutôt un bon patron, d'après ce que vous venez de dire. Il y a un DRH qui a été mis en cause largement par les syndicats. Donc, bref, on a le sentiment qu'on est dans une situation un peu très difficile, même très très difficile pour Air France. Moi, je ne suis pas là pour distribuer les bons points ou les mauvais points. Je regarde juste une réalité économique. Une entreprise qui n'est pas compétitive et des pilotes qui demandent des augmentations salariales très élevées, de plus de 5%, alors même que l'entreprise est aujourd'hui une entreprise qui fait des pertes. Car je rappelle que depuis le début de l'année, l'entreprise Air France fait des pertes et que la grève coûte environ 200 millions d'euros à l'entreprise. Donc je voudrais que chacun reprenne la raison, reprenne ses responsabilités. Le profil du prochain dirigeant, ou de la prochaine dirigeante, parce qu'on dit que ça serait mieux si c'était une femme, ça calmerait un peu les esprits. Est-ce que ça sera... Vous avez une idée un peu du profil déjà aujourd'hui ou pas? Nous travaillons sur des profils, évidemment, mais nous ne sommes pas les seuls à décider. C'est le conseil d'administration d'Air France qui décidera. Je crois simplement qu'il faut qu'il y ait une feuille de route qui soit claire. La feuille de route du prochain président d'Air France, elle est claire. Le rétablissement du dialogue social comme priorité absolue. Et en deuxième lieu, le rétablissement de la compétitivité. Voilà la feuille de route du prochain président d'Air France. Le dialogue social, parce que sans dialogue social, vous n'arriverez à rien et vous ne permettrez pas à Air France de retrouver sa stabilité. Sur les revendications mais la compétitivité, parce que sinon, c'est la survie d'Air France qui est en jeu, c'est tout. On a compris. Du reste, est-ce que vous avez déjà une idée de l'impact de ces grèves, les grèves de la SNCF? On sait que ça pénalise beaucoup d'entreprises. Et la grève d'Air France, l'impact que ça peut avoir sur le deuxième trimestre, sur la croissance française? Il y a un impact direct sur le tourisme. Il y a un impact direct sur le transport des matières premières. Je pense en particulier aux agriculteurs, au transport de céréales. Ça commence à poser de vraies difficultés. Il y a un impact indirect sur la réputation de la France. On peut voir tout d'un coup revenir cette vieille idée que la France est le pays des grèves à répétition. Et moi, j'estime l'impact global de ces grèves sur l'activité française à 0,1 point de PIB, 0,1 point de richesse nationale. Ça n'est pas négligeable. Et quand on voit tout ce que ça demande comme travail aux Français, aux entrepreneurs, aux salariés, pour redonner de la croissance et de la création d'emplois en France, j'espère qu'on sortira très vite de cette logique de grève et qu'on retrouvera le chemin de la raison. Demain, il y a une réunion très importante à Matignon sur la SNCF, avec là beaucoup de milliards en jeu. En l'occurrence, on n'est pas sur des petites augmentations de salaire, même si elles sont importantes. On est sur les 55 milliards d'euros pour la reprise de la dette, des investissements très importants. Certains chiffrent même à 100 milliards d'investissements nécessaires autour de la SNCF. Je ne sais pas si vous confirmez ce chiffre. Est-ce que vous pensez que la France a les moyens de reprendre ce qu'avait fait du reste l'Allemagne, l'ensemble de la dette de la SNCF? Je ne vous demande pas les modalités, parce que je pense qu'on n'aura rien. Aujourd'hui, ça sera demain. Le président de la République s'est engagé à ce que nous reprenions progressivement, à partir de 2020, la dette de la SNCF. Donc c'est les discussions que le Premier ministre ouvrira demain avec les syndicats. Il y a d'un côté ce qui n'est pas négociable, parce que c'est ce qui fera le succès du service public ferroviaire demain. L'ouverture à la concurrence. La fin du statut des cheminots et la transformation de la société. Et de l'autre côté, il y a ce qui fait partie de la discussion, la négociation qu'ouvrira le Premier ministre demain, et c'est lui qui est en charge de cette négociation, avec notamment la question de la dette. Quel montant,
à quel rythme, notamment sous quelle très forme. important, puisque c'était du donnant-donnant au départ. Hein. Vous réformez, vous acceptez la réforme, de l'autre côté, on reprend une partie de la dette. C'est un geste qui est important, que nous sommes prêts à reprendre en partie la dette de la SNCF. Et ce qui fera l'objet des discussions demain autour du Premier ministre, c'est quel montant est-ce que nous reprenons ? Et ça, nous allons en discuter. À quel rythme ? Et la question du rythme est importante. Et elle est potentiellement décisive cette journée. On en espère quoi ? On peut imaginer demain soir qu'un accord soit trouvé, que la grève soit levée. Non, ne soyons pas. Je beau vous dire que je suis d'un tempérament optimiste. Pas à ce point-là. J'essaie de rester lucide quand même. Donc je ne pense pas que nous aurons d'accord définitif demain, mais je crois que c'est important si demain, avec le Premier ministre, les syndicats représentatifs qui participeront à ces discussions, nous repartons dans une logique de dialogue et de discussion. Et ce que nous mettons sur la table, ce que le président de la République a annoncé, ça n'est pas négligeable, parce que reprendre en partie la dette de la SNCF, vous avez donné les chiffres, c'est 46 milliards d'euros aujourd'hui. Ce sont des sommes importantes. Et l'argent n'est pas gratuit. Absolument. Lorsqu'on le reprend dans la dette l'investissement nécessaire en plus. Lorsqu'on le reprend dans la dette publique, c'est une charge supplémentaire pour les Français. C'est un impact potentiel sur le niveau des taux d'intérêt auxquels nous remboursons notre dette publique. Donc c'est un effort. Je voudrais parler des privatisations. D'abord celle d'ADP. Est-ce que ce qui se passe chez Air France est susceptible de vous faire reculer sur l'éventuelle privatisation, vous voyez, je prends des gants, l'éventuelle privatisation de ADP, d'Aéroports de Paris ? Non, je crois que les sujets ne sont pas liés. D'accord. Et il y a, dans l'idée de céder les actifs de l'État dans Aéroports de Paris, une vraie vision de ce que doit être l'État dans l'économie. Moi, j'estime que bloquer 9 milliards d'euros, c'est à peu près le montant de la participation de l'État dans ADP, pour environ 180 millions d'euros de dividendes. Alors que ces 9 milliards d'euros pourraient être utilisés de manière beaucoup plus efficace pour financer l'innovation sur l'intelligence artificielle, sur les privatisations. Moi, je souhaite qu'il y ait une cession d'actifs de l'État dans Aéroports de Paris, parce que je considère que le rôle de l'État aujourd'hui, c'est quoi ? C'est les services publics, la SNCF. C'est les activités de souveraineté nationale, l'énergie nucléaire ou les activités militaires. C'est la défense de l'ordre public économique. Lorsqu'une entreprise se comporte mal, l'État est là pour faire respecter les règles. Et la FDJ, la Française des Jeux, est-ce que ça sera la deuxième Bien justement, que l'État s'occupe des jeux de hasard, moi, ça ne me paraît pas son rôle. Qu'il s'occupe des boutiques ou des grands hôtels qui sont à Roissy-Charles de Gaulle ou à Orly, ça ne me paraît pas son rôle. Mais avec quel calendrier du coup, Bruno Le Maire ? Et est-ce que ces privatisations... Je vais vous répondre sur le calendrier, mais que l'on comprenne bien quelle est la cohérence de tout ça. Est-ce que ça doit être dans la loi Pacte ou non ? L'État peut être beaucoup plus efficace en régulant l'activité plutôt qu'en étant présent au capital. Prenez les jeux. Moi, je préfère qu'on renforce la régulation sur les jeux de hasard pour éviter l'addiction aux jeux, notamment des plus jeunes, plutôt que de garder une participation au capital. Alors, sur le calendrier, je préfère que l'État régule le trafic aérien, régule les trafics, plutôt qu'il immobilise 9 milliards dans l'entreprise. Loi Pacte. D'abord, est-ce qu'on peut avoir un calendrier de loi Pacte ? C'est-à-dire que ça va être présenté en Conseil des ministres quand exactement et quand est-ce que ça sera discuté à l'Assemblée nationale ? Chaque fois, on a un calendrier un peu différent, donc profitons-en. Parce qu'on va jusqu'au bout, justement, du dialogue et de la concertation. Il y a un objectif, c'est le plus important, c'est que la loi Pacte soit adoptée d'ici la fin de l'année 2018 pour qu'elle puisse entrer en vigueur, en 2019, que les salariés qui auront de l'intéressement, de la participation puissent le voir dès 2019, pour que les PME, les TPE, dont on va supprimer le seuil de 20 salariés, puissent se dire allons-y, embauchons. Donc ce n'est pas présenté en Conseil des ministres fin mai. C'est l'adoption fin 2018. Ce sera présenté en Conseil des ministres début juin. La date n'est pas encore définitivement fixée. Et le premier examen à l'Assemblée nationale en juillet. Oui, alors rapidement peut-être parce que... est-ce que les privatisations seront dans la loi, seront dans ce calendrier, ou est-ce que c'est un calendrier séparé ? La décision n'est pas encore arrêtée. Et elle sera arrêtée quand ? Elle sera arrêtée dans les prochains jours. D'accord, ok, c'est pour ça peut-être que ça repousse. Il y a un point très important, c'est tout ce qui concerne l'épargne retraite, parce que là-dedans, vous voulez justement pousser, inciter les Français à se servir de ces instruments d'épargne retraite qui sont différents de l'assurance vie. On sait que ça fait hurler les assureurs. Vous avez annoncé, en tous les cas, un fléchage plus important avec à la clé des harmonies et des incitations fiscales. Est-ce que vous maintenez cet objectif de dire aux Français investissez dans l'épargne en retraite? Mais je crois que c'est très important que les Français se constituent une épargne retraite. Ils ont leur épargne de base, système par répartition auquel nous sommes attachés, une retraite complémentaire, et puis cette épargne retraite qui permet de sécuriser encore plus leur retraite.
Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de Français ou si peu de montants? Pourquoi l'épargne retraite plus que l'assurance vie? Parce que l'épargne retraite, c'est justement ce qui vous permet de constituer un capital pour votre retraite. Ouais. Simplement, pourquoi ça ne marche pas? C'est que le système est à la fois trop compliqué et trop contraignant pour les épargnants. Nous allons lever tous ces obstacles. Première incitation pour que chaque salarié puisse constituer une épargne retraite. Quand vous sortez, vous arrivez à votre retraite, vous avez économisé 10 000, 15 000, 20 000 euros, liberté totale de sortie, soit avec votre capital, soit en rente. Deuxième incitation, ça je maintiens et c'est un point très important. Les Français auront la liberté totale parce que moi je fais confiance aux épargnants pour faire le bon choix au moment où ils partent à la retraite en fonction de leur situation personnelle. Deuxième incitation, elle est majeure. Tout versement volontaire de l'épargne retraite, le salarié qui économise 1 000 euros ou 2 000 euros dans l'année, déductible de votre impôt sur le revenu. C'est une incitation majeure. Troisième incitation, si vous voulez acheter votre résidence principale, vous aurez la possibilité pendant toute la durée où vous constituez votre épargne retraite, 20, 25, 30 ans, à tout moment, si vous voulez sortir votre épargne pour acheter votre résidence principale, vous pourrez le faire. Donc vous voyez que c'est des incitations puissantes pour que chaque salarié se dise « Tiens, il se passe enfin quelque chose, l'épargne retraite c'était trop compliqué, maintenant c'est simple ». Et c'est attractif. Merci Edwige, merci Bruno Le Maire. On continue naturellement dans quelques instants la conversation avec Myriam Ankawa du Parisien. A tout de suite. Aujourd'hui, 13h et 17h, document événement sur BFM TV. Comment Emmanuel Macron, à moins de 40 ans, sans parti ni soutien, a-t-il finalement conquis l'Elysée? Macron et moi, on fait sauter la banque. Nous avons peut-être fait le hold-up du siècle. C'est l'histoire d'un hold-up politique inimaginable. Il n'y a pas eu beaucoup de délicatesse. La réussite d'un homme et d'une équipe de choc. Le ministère de l'économie a surtout servi de tremplin. C'est des gens qui ne pensent qu'à lui. 52 minutes d'enquête sur les coulisses de la conquête de l'Elysée, l'argent, les rendez-vous secrets. Quand je repense à tout ça, oui, c'est vrai. Macron à l'Elysée, le casse du siècle. Document exceptionnel aujourd'hui, 13h et 17h sur BFM TV. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette. Les nouveaux gazpachos innocents, les gazpachos, qui vont vous chambouler la dos. Innocent, le bon côté des choses. 3 escape games inédits. 3 scénarios originaux. Mr. James, avec Renault Capture. Le Signal, avec Renault Kadjar. Le Collectionneur, avec Renault Koleos. Êtes-vous prêt à vivre un escape game hors du commun avec les SUV Renault? Inscrivez-vous maintenant sur mission-suv.renault.fr. Les mensonges de l'histoire, ce soir à 20h50 sur RMC Découverte. Puy du Fou, l'histoire n'attend que vous. Chez Bouygues Télécom, on ne vous garantit pas la joie. On ne vous garantit pas l'amour, ni le talent. On ne vous garantit pas non plus le sommeil. Et encore moins le bon goût. Non, chez Bouygues Télécom, on vous garantit Internet. Dès l'abonnement et même en cas de coupure, grâce à une clé 4G. Profitez-en avec nos nouvelles offres B-Box. Bouygues Télécom. Dis papa, on conduit comment dans le futur ? Renault Scénic, la technologie au quotidien. Découvrez Renault Scénic et ses nouvelles motorisations essence à partir de 229 € par mois avec 4 ans d'entretien et de garantie inclus.
Aura, Mugler, l'eau de parfum et la nouvelle eau de toilette. Au fil des années, j'ai toujours cherché à révolutionner la technologie des aspirateurs. Maintenant, avec ce puissant moteur numérique, une nouvelle ère commence. Dyson a réinventé l'aspirateur sans fil. Ce n'est certainement pas un appareil d'appoint. Le Dyson Cyclone V10 devient maintenant votre aspirateur principal pour nettoyer en profondeur dans toute la maison. Tellement puissant que nous avons arrêté de développer des aspirateurs avec fil. Prêt ? Nouvelle Polo, avec technologie front assist et détecteur de piétons, de série. En mai, pour l'achat d'une nouvelle Polo, profitez d'une reprise plus jusqu'à 4 000 € sur votre ancien véhicule. C'est la suite de BFM Politique. Bruno Le Maire est notre invité aujourd'hui. Et pour continuer à interroger les ministres de l'économie et des finances, on accueille Myriam Ankawa du Parisien. Bonjour Myriam. Bonjour Thierry, bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Je voudrais commencer par vous interroger sur le financement de la campagne du président de la République, Emmanuel Macron. Il était évidemment à l'époque candidat. Vous-même, vous avez été candidat à la présidence de la République. Est-ce que vous-même, vous avez bénéficié de rabais ou de ristournes? Est-ce que c'est fréquent? On verra ce que donneront les différentes enquêtes sur le sujet. Vous savez, je ne Alors, peux pas dire que je consacre beaucoup de temps. Il n'y a pas d'enquête sur le sujet. Aujourd'hui, les comptes de campagne les comptes de campagne du ont candidat été Emmanuel validés. Macron ont été validés, mais il y a quand même 87 600 € de dons qui ont été dits réformés, c'est-à-dire jugés non conformes. Est-ce que c'est un problème? Puisque certes, ils sont validés, mais on se rend bien compte que c'est lié à des ristournes. Je considère qu'il n'y a pas de problème, qu'on crée des problèmes là où il n'y en a pas. Sinon, ce n'est pas la peine de faire valider les comptes de campagne par la plus haute instance imaginable. S'il y a une validation des comptes de campagne, eh c'est que la campagne s'est faite dans des conditions régulières. Alors la commission des comptes de campagne ne sert à rien. Des rabais très importants, notamment pour la salle de la Mutualité à Paris, GL Events. On parle aussi d'une réception à l'Hôtel de Ville à Lyon en juin 2016, prise en charge par la métropole, à un moment où on se rendait bien compte qu'Emmanuel Macron était un vrai faux candidat, ou en tout cas commençait à faire campagne. Vous avez, vous, connu ces questions-là de dépassement, votre famille politique. Succès, mais franchement, est-ce qu'il n'y a pas, un sujet? Est-ce qu'il ne faut pas réformer la façon de travailler cette commission? On peut tout réformer, on peut réformer la commission, mais je considère qu'à partir du moment où il y a eu une validation par la Commission nationale des comptes de campagne du président légitimement élu par les Français. Elle a les moyens de travailler, cette commission je peux vous dire en tout cas que s'agissant d'élections législatives, parce que ça c'est des élections que j'ai gagnées, donc je peux en parler encore mieux, je peux vous dire que c'est contrôlé, mais vraiment dans le moindre détail. Et que vous avez intérêt, quand vous faites une campagne législative, à bien garder le moindre ticket de facture d'essence ou de dépenses que vous avez faites. Donc en résumé, pour vous, Bruno Le Maire, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de problème avec la campagne d'Emmanuel Macron, et deux, il n'y a pas de problème majeur avec le système tel qu'il existe aujourd'hui. En résumé, beaucoup de bruit pour rien. Et vous me permettrez quand même de m'interroger sur, tout d'un coup, on a cette affaire-là qui sort, ou ces critiques-là qui sortent. Moi, je pense que c'est plus intéressant de débattre de la politique qui est conduite par le gouvernement que de revenir sur un passé qui était une fois encore validé par la Commission nationale. Alors, pour revenir à la politique du gouvernement, il y a un plan signé Jean-Louis Borloo qui a été présenté il y a une dizaine de jours. On voudrait savoir clairement, est-ce que vous, ministre de l'économie, vous allez le soutenir et des finances ou le freiner? Moi, je soutiendrai tout ce qui permettra à des jeunes dans les quartiers ou des personnes plus âgées dans les quartiers, notamment ceux de 50 ans qui sont licenciés, de trouver un emploi. C'est ça ma priorité absolue. Je ne suis pas ministre du logement, je ne suis pas ministre de la ville, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est ce qui mine notre pays, ce qui mine les quartiers, ce qui mine un quartier comme celui de la Madeleine à Évreux, dont je suis élu, c'est l'emploi. Quand vous êtes un gamin de 18 ou de 20 ans
que vous êtes dans un quartier où les chances ne sont pas les mêmes, que vous avez du mal à être embauché, quand vous claque la porte au nez, vous n'avez pas le bon diplôme, pas la bonne qualification, pas le bon comportement aussi, parce que ça joue beaucoup dans l'emploi. Là, vous avez le sentiment que la France vous ferme la porte au nez. Et pour moi, c'est la priorité. Et ce fonds d'investissement de 10 milliards d'euros, qui serait nourri par les privatisations, est-ce qu'il pourrait servir à financer une partie de ce plan banlieue? Est-ce que vous y êtes favorable? Non, je ne suis pas favorable à cette solution-là, parce que je n'ai pas eu le temps de lire dans le détail les propositions de Jean-Yves Borloo. Il y a certainement des choses qui sont très utiles. Mais sur le financement, j'aime les politiques qui sont cohérentes. S'il y a des cessions d'actifs, elles serviront à financer l'avenir des Français, des programmes sur l'intelligence artificielle, sur le stockage des données, sur des sujets sur lesquels nous avons malheureusement pris du retard. Et il serait totalement incohérent de dire on va prendre un petit bout pour faire ceci, un petit bout pour faire cela. Les cessions d'actifs, c'est pour le fonds. Dégager des marges de manœuvre pour un plan ambitieux si ce rapport ne finit pas dans un tiroir, Jean-Louis Borloo, pour la rénovation urbaine, pour les quartiers. Je pense qu'avant de parler de financement, il faut parler politique. Et savoir quelles sont les décisions qui seront retenues dans le plan de Jean-Yves Borloo, lesquelles le Premier ministre, le Président de la République, des annonces le 22 le ministre mai prochain, de la Ville vous confirmez, estiment vraiment utile. Et ensuite, nous verrons le financement. Mais un financement qui serait pris sur le fonds pour l'innovation de rupture, ça n'aurait aucun sens. Le 22 mai, est-ce que vous avez cette date aussi, l'agenda du Président qui ferait des annonces sur ce thème? C'est au Président de décider, surtout sur des politiques dont je n'ai pas la responsabilité. Président des banlieues, est-ce que ce n'est pas au fond finalement ce projet social dont il parlait Non, le Président de la République, le jour des vœux, il est le président de tous les Français. Il n'est pas le président des banlieues, ou le président des territoires ruraux, le président des métropoles ou des petites villes. Emmanuel Macron est président de la République. Il est le président de tous les Français. Et moi, je vais vous dire, à mon modeste niveau de ministre de l'économie et des finances, ce que je fais comme politique, ce que je conduis pour les PME, pour les TPE, pour les artisans, pour les commerçants, pour la formation, c'est pour tous les Français, sans exception. Alors, question sur la perception du président de la République, président de tous les Français. Il y a un an, les Français le situaient complètement au centre, très central. Aujourd'hui, un an après, clairement, il le positionne beaucoup plus à droite. Emmanuel Macron est-il un homme de droite? Non. Je pense qu'il reste un homme central. Et que la montée justement des extrêmes ou les réactions que nous voyons montrent à quel point aujourd'hui Emmanuel Macron est l'homme central de la vie politique française, d'ailleurs dans tous les sens du terme. Vous savez, le général de Gaulle disait très clairement que ça n'est pas la gauche, la France, ça n'est pas la droite, c'est autre chose. C'est exactement ce que nous voulons faire avec Emmanuel Macron. Il a réussi à faire venir à lui des gens qui viennent de la gauche, du Parti socialiste, Jean-Yves Le Drian. J'ai décidé de le rejoindre très tôt, en le soutenant, en m'engageant, en me faisant élire et valider mon choix par mes électeurs du département de l'Eure. Parce que je considérais, des Français, au fond, vous devriez considérer que c'est une bonne chose. Il mène la politique que la droite n'a pas à mener. Il ne mène pas la politique que la droite aurait voulu mener. Il mène la politique que les Français attendent depuis des décennies et devant laquelle des majorités de gauche comme de droite ont reculé. Je pense que ce qui fait la marque de fabrique de notre majorité, du Premier ministre, du Président de la République, du gouvernement, c'est le courage. Le courage de décider, le courage de trancher, le courage de proposer et le courage de tenir parole. C'est pas banal en politique d'avoir un Président de la République qui applique mot pour mot son programme. Mais c'est pas banal d'avoir un gouvernement central qui tient parole sur tous les sujets. C'est manifestement la perception des Français. On se rend compte qu'à mesure que le temps passe et que les sondages avancent, il y a de plus en plus une perception plus déséquilibrée d'un président de droite qui mène une politique libérale en faveur des Français les plus aisés et que cette perception elle a quand même sensiblement évolué depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Je ne lis pas les choses de la même façon que vous. Je ne pense pas qu'on puisse accoler une étiquette ou une autre sur la politique que nous menons. La politique que nous menons, elle vise simplement à permettre à la France de retrouver la prospérité et à permettre aux Français de retrouver du travail. Je voudrais une toute petite question très concrète. Je suis désolé, Myriam. Merci beaucoup. Vous êtes sûr que vous ne pas laisser à Myriam Ankawa le temps de poser sa petite question concrète. Une question très courte et une réponse très rapide. Les lecteurs du Parisien qui vraiment sont très en colère contre les 80 km/h veulent savoir s'il y aura de nouveaux péages. Et est-ce que vous dites oui ou non aux sociétés d'autoroutes qui veulent au fond mettre des nouveaux péages autour des grandes villes sur les périphéries? Oui, pardon, c'est pas. Moi, je ne suis pas favorable aux péages, aux taxes, aux impôts supplémentaires. Les Français en ont assez. Donc c'est non. Merci Myriam, merci beaucoup Bruno Le Maire d'avoir accepté d'être l'invité aujourd'hui de BFM Politique. Et tout de suite, bien sûr, l'info continue sur BFM TV. Très belle journée à tous.